bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, opération de désengorgement des magasins, des casernes. Environ 300 tonnes de munitions et armes obsolètes déclassées ont été détruites par les forces armées béninoises. L'opération a mobilisé notamment le représentant de l'ambassade des États-Unis, officiers et sous-officiers. La veille se renforce dans nos marchés pour faire respecter les prix de certains produits fixés par le gouvernement. La direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgo Alibori a sillonné les marchés de Parakou à suivre le compte-rendu. Mesure de facilitation pour le pèlerinage à la Mecque. Le gouvernement du Bénin est passé à l'action. Des dispositions qui suscitent admiration et gratitude au sein de la jeunesse de la Fondation Malé Hossou. À suivre son appréciation. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par cette annonce nécrologique. C'est avec une grande émotion que le président, le collège des conseillers et le personnel de la HAC vous annonce le rappel à Dieu ce jour de Théophile Nata, ancien président de la HAC 4e mandature, ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Avec cette disparition, le président vient de perdre le Bénin vient de perdre une éminente personnalité qui a rendu de nombreux et loyaux services à la nation. Que Dieu lui accorde le repos éternel et qu'il fasse de briller sur lui sa lumière sans déclin. Condoléances à la famille éplorée, condoléances à la HAC. Le secrétaire général de la HAC, Julien Pierre-Paki, a signé cette annonce. Triste nouvelle, je vous l'annonçais, la presse nationale et pour le monde politique que cette information de la mort de Théophile Nata, l'homme a occupé de hautes fonctions au Bénin et en Afrique. La rédaction de la télévision nationale s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et revient sur son parcours. C'est un commentaire signé Ghislain Poguet. Je suis conscient que je ne suis pas le seul et qu'il y a des milliers de Béninois qui pouvaient être à ma place. Il est mort. Théophile Nata, le président de la 3e mandature de la HAC, est décédé ce samedi 11 juin 2022. Il a occupé de hautes fonctions politiques, notamment dans différents gouvernements du général Mathieu Kérékou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre du Développement rural, ministre de l'Agriculture, député plusieurs fois et 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Théophile Nata a siégé au Parlement panafricain. Le Grand Croix de l'Ordre national du Bénin est diplômé de Sorbonne en France, a donné des cours de littérature et de linguistique à l'Université du Bénin. L'ancien pensionnaire du petit séminaire Sainte-Jeanne d'Arc de Ouida a fini sa course terrestre à 75 ans. Il était marié et père de 5 enfants. Père à l'âme de l'illustre disparu. Et on prend la direction du Septentrion, descente de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgo Alibori dans les marchés de Parakou. Objectif, faire respecter les mesures d'atténuation du gouvernement en lien avec l'arrêté interministériel du 19 mai passé sur l'huile raffinée d'Orcastito, Afilalo Tchaledji et Michael Nouati pour le point. Le litre doit être cédé au consommateur final à 1300 francs. Force doit rester à la loi. Dans les marchés de Parakou, la direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgo et de la Libori veille au respect strict des mesures gouvernementales. Nous avions sillonné toutes les boutiques du marché dépôt. Nous avions constaté, que certaines femmes vendent le litre d'huile végétale à 1300 francs. Donc ce qui veut dire que la mesure du gouvernement, le prix plafonné par le gouvernement de l'arrêté interministériel du 19 mai 2022 est quand même respecté. Nous avions aussi fait un constat que certaines le vendent au-delà de 1300. N'ayant pas de quantité suffisante, nous n'avions pas procédé ni à la saisie ni à une convocation. Nous avions déjà sur place assisté ces dames à vendre le litre à 1300. Mais nous sommes allés dans une boutique où le stock était important. Automatiquement, nous avions scellé la boutique. Un suivi régulier
de l'application de cette décision sur le terrain met en confiance les populations. Je suis maintenant convaincue que l'État est sur le terrain et il fait son travail. Franchement, moi j'ai apprécié. Et si vous pouvez vraiment sensibiliser les gens, ce sera bien. Parce qu'il y a des vendeuses qui mettent les prix là anarchiquement. Même quand l'État régularise les produits, elles vendent comme elles veulent. Le 113 et le 166 sont les numéros verts à contacter pour dénoncer tout contrevenant à la présente décision gouvernementale. Et on passe à présent à cet entretien télévisé dans le cadre de l'an 1 du gouvernement avec le ministre Yves Chabi-Kouaro. Il a été question de faire le bilan des actions dans le cadre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Alexandra Diotan nous fait le résumé de son intervention face aux journalistes. Suivez plutôt. Le premier défi que tout le monde a vu en ce moment, qui était d'actualité, c'est la gestion des enseignants aspirants. Cette réalité remonte à environ 1 an, au moment de la nomination par le président de la République de Yves Chabi-Kouaro à la tête du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Courant novembre, ils ont parlé donc de la précarité 9 mois sur 12, mais il ne s'agissait pas seulement que de cela. Par le passé, ils déploraient de parcourir plusieurs établissements pour pouvoir couvrir le nombre d'heures. Ils déploraient les 30 heures, etc., etc. Nous pouvons vous dire que la gestion récente qui a été faite de ces AME a permis de les sédentariser, ce qu'ils ont souvent demandé au gouvernement. Aujourd'hui, la priorité est à la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est en vérité une révolution au niveau du système éducatif qui est en préparation, je dirais même au niveau de l'économie béninoise. Parce qu'elle agit sur l'homme, cette stratégie. Vous constatez avec moi que dans chaque famille, il y a des diplômés sans emploi. Des jeunes qui ont soit la licence, la maîtrise dans diverses matières générales et qui attendent un emploi. Notre système n'est pas efficace. Il faut le rendre efficace. C'est pour ça que le gouvernement a dit, désormais, il faut faire en sorte que nous inversions la tendance pour envoyer le plus d'enfants possible au niveau de la formation professionnelle de l'enseignement technique et au niveau de l'enseignement général. Donc, si on inverse, ça fait 30% et 70%. Il faut faire en sorte que ces enfants qui sortent de nos écoles techniques, de nos centres de formation professionnelle, qu'ils soient des acteurs du développement complet. 30 lycées techniques agricoles modernes, 7 écoles de métiers et 6 lycées scientifiques modernes verront le jour. Selon le ministre, l'enseignement général n'est pas pour autant mal logé. Sous la gouvernance du président Patrice Talon, 1500 modules de classe et 400 blocs de latrines ont été construits au profit des collèges. La subvention par l'État pour l'exonération des frais de scolarité pour les filles est aussi une réalité. On marque un arrêt à l'Assemblée nationale. L'Institut parlementaire du Bénin a organisé jeudi à l'hémicycle à Porto Novo un atelier à l'endroit des députés. Objectif de présenter aux élus du peuple un document de plaidoyer sur la participation politique des personnes handicapées au Bénin, ceci en partenariat avec l'Institut républicain international IRI et les organisations de la société civile et d'associations des personnes handicapées. Nathalie Dorisso-Labi nous fait le point. Experts, parlementaires, membres d'organisations de la société civile et d'associations des personnes handicapées prennent part à cet atelier. Initié par l'Institut parlementaire du Bénin IPAB en partenariat avec l'Institut républicain international IRI, cet atelier vise à présenter aux députés de la 8e législature le document de plaidoyer pour la participation politique des personnes handicapées. De manière spécifique, il s'agira de présenter aux députés les recommandations du document de plaidoyer pour la participation politique des personnes handicapées du Bénin, de faire le plaidoyer pour la prise en compte des recommandations et d'établir les liens de communication avec le Parlement pour le suivi du plaidoyer. Dans cette démarche, il n'y a pas une meilleure institution que l'État pour nous avoir comme allié. En réalité, vous détenez tous les clés de votre action législative pourraient servir de moteur à ces changements qualitatifs que nous espérons.
La participation politique des personnes handicapées constitue une préoccupation personnelle du président du Parlement. Étant une composante à part entière de notre nation, les personnes handicapées ont aussi le droit de participer à l'animation de la vie politique et de prétendre à des postes nominatifs et électifs afin de contribuer au développement de notre pays. Le combat pour l'inclusion politique des handicapés ne fait que commencer avec l'implication désormais de l'Institut parlementaire du Bénin. Voyons cette audience. Une délégation de l'Institut républicain international, IRI, au cabinet du président de l'Assemblée nationale, au palais des gouverneurs à Porto Novo. Les échanges ont porté sur le document de plaidoyer pour la participation politique des personnes handicapées du Bénin. La délégation est conduite par David Tibli, le directeur résident de l'Institut au Bénin, qui nous confie ici ses impressions au micro de Doris Olabi. Aujourd'hui, il va y avoir une présentation de document de plaidoyer des personnes handicapées et le président de l'Assemblée nationale a donné son bienveillance de pouvoir présenter les documents aux députés. Au part de l'IRI, nous voudrions toujours remercier l'opportunité et le soutien du président de l'Assemblée nationale et aussi à tous qui ont été en charge pour donner aux personnes handicapées une opportunité de parler aux députés. Les documents de plaidoyer des personnes handicapées, je veux être clair, ce n'est pas les documents de l'IRI, c'est les documents qui ont été faits par une association de la société civile. Donc je pense pour tout plaidoyer, c'est bien de vulgariser les documents, donner plus d'informations sur comment on peut tous soutenir les personnes handicapées pour avoir plus d'inclusivité. L'ambiance était très accueillante et chaleureuse. Je veux répéter, je suis très remerciant par l'opportunité et je suis ému d'être ici dans ce bâtiment historique, le Parlement de la République béninoise. Autre actualité ce soir avec ce combat mené dans le septentrion, autorité administrative et sécuritaire du Borgou échange à Parakou avec les acteurs agro-pastoraux. Objectif, rechercher des solutions durables pour l'éradication des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Au thème des discussions, des recommandations fermes sont formulées. Olviga Mensa, Abdoulaye Mouni Yakoubou. Suite à la récurrence des conflits agro-pastoraux avec des cas de décès et la difficile cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, surtout dans la commune de Tchaourou, l'autorité préfectorale donne la parole aux protagonistes, aux forces de sécurité, aux autorités administratives et locales. Des témoignages font état de la prise de produits psychotropes par certains auteurs d'actes de vandalisme, la prise à partie des forces de sécurité et le manque de tolérance. On parle de cette approche-là de coproduction de la sécurité, de police communautaire, mais les policiers sont là, nos braves hommes sont là, sans les populations, rien ne pourront faire. La police ne pourra rien sans le renseignement. Je voudrais remercier nos braves hommes, ceux qui sont chaque jour que Dieu fait au front. Nous serons intransigeants. Il y a plusieurs voies de recours qui s'offrent à quiconque se sentira lésé ou frustré. C'est une grande première. Elle va se décliner en plusieurs autres séances qui certainement vont nous amener avec certains acteurs, le haut commissaire, le DDP, le DDASP, à descendre peut-être dans les communes. Mais avant, je voudrais compter sur le sens de responsabilité des uns et des autres. Les différentes fêtières que nous avons ici de vraiment nous aider sur le terrain à continuer de sensibiliser, mais en tenant compte des nouvelles donnes qu'il y a. C'est tolérance zéro à l'impunité. Tous ceux qui vont se mettre dans des règlements de compte, dans des conflits, dans des actes de vandalisme, quel que soit le temps que ça mettra, ils seront rattrapés et ils répondront devant les juridictions de ce pays. Je pense que tout le monde a regretté et les acteurs concernés également, quand on lisait dans leur visage, on sentait quand même un certain regret pour ce qui s'est passé. Nous invitons vraiment les populations, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs, à œuvrer pour le respect des codes, des lois qui existent. Et on se rend justice à soi-même parfois quand on n'est pas patient. Et cela génère beaucoup d'infractions à la loi pénale. Je crois qu'avec cette séance qu'il y a eu aujourd'hui, commissaire de police, directeur départemental de la police républicaine,
procureur de la République que je suis, chacun prendra ses responsabilités pour dire halte à la justice privée. Le gouvernement a investi dans la promotion de l'agriculture et de l'élevage au Bénin. Selon les autorités, force doit désormais rester à la loi pour une cohabitation pacifique entre les deux acteurs agro-pastoraux, même si la sensibilisation se poursuit dans les communautés. Parlons à présent de la 7e réunion statutaire du comité régional des semences et plants d'Afrique de l'Ouest, une rencontre régionale d'une haute importance pour les semences de la zone ouest africaine. Durant 3 jours, les participants ont mené des réflexions et accouché de plusieurs recommandations. Les résultats des travaux sont présentés dans ce reportage signé Ola Rodri Babagbeto et Bruno Rotepo. De nombreuses recommandations sont à mettre à l'actif de cette 7e réunion statutaire du comité régional des semences et plants d'Afrique de l'Ouest. Premièrement, travailler à fusionner et à diffuser désormais un seul catalogue d'espèces et variétés végétales. Intensifier la sensibilisation et la vulgarisation des tests relatifs au secteur des semences. Le rapport pondu par ses participants doit permettre la mise en œuvre de la réglementation régionale harmonisée sur les semences, une mission accomplie pour le pays hôte et les 3 organisations sous-régionales présentes à la rencontre. Sur les 17 membres statutaires venant des États, nous avons eu 15 présents. Donc ça dénote de l'engagement des États et nous allons compter sur cela pour capitaliser pour d'autres intrants. Je voudrais présenter à vous tous qui avez pris part aux travaux mes sincères félicitations pour les échanges fructueux et le partage d'expériences qui ont prévalu au cours de ces 3 jours de réunion. Vous conviendrez avec moi que beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste à faire et le secteur privé est invité à se joindre aux gouvernants de chaque État membre pour accélérer la mise en œuvre effective de la réglementation régionale harmonisée sur les semences, gage d'un accroissement de la productivité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Renforcement de la mécanisation agricole au Bénin, plus besoin de se déplacer avant d'acquérir les équipements de la Société nationale de mécanisation agricole. Une campagne de démonstration et de vente à proximité vient d'être lancée par les responsables de cette société jusqu'à Apovi et nos compatis pour le point. Des machines agricoles neuves directement sorties des usines en pleine démonstration dans une ferme à Kakara dans la commune de Ndali. Bienvenue à la campagne de démonstration et de vente de la Sonama, la Société nationale de mécanisation agricole. À la Sonama, nous avons beaucoup de nouveaux matériels que le gouvernement souhaite que nous mettions à disposition des agriculteurs. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons vers eux et nous leur présentons ces matériels-là dans les champs. Ça leur permet de les utiliser et de les voir au travail et s'ils sont intéressés, de les acheter immédiatement. En se déplaçant pour une démonstration ou pour une livraison terrain, la Sonama déploie son staff technique. Ici, le démontage, le montage et l'utilisation ne sont plus un secret pour les producteurs. Donc, chaque fois que nous ferons des opérations terrain, les agroéquipementiers seront là pour expliquer, pour présenter aux agriculteurs comment on utilise les équipements. Aujourd'hui, à la Sonama, nous avons certifié à peu près 80 mécaniciens. Nous sommes aussi en train d'installer des centres qui nous permettront d'avoir des pièces détachées à proximité. Notre but, c'est de faire en sorte que pour tout agriculteur, à moins de 2 heures de chez lui, il ait une solution pour la réparation mécanique. Nous avons dépassé l'étape des daba. À l'aise des matériaux, on emblase plus de 40 à 50 hectares. Avec les dabas, c'était 2 hectares à 3 hectares. Il n'y a pas cette personne qui peut faire avec les dabas 4 hectares. Je souhaite une longévité pour la Sonama. Cette livraison à proximité est une opportunité saisie par de nouveaux acquéreurs. J'ai déjà couru partout, je n'ai pas trouvé ça. On m'a dit d'aller au front là-bas. Voilà, je ne connais pas là-bas à personne. Maintenant, comme ça arrive devant, au milieu de moi, là, j'ai payé, ça va m'aider dans ma vie. Avec l'utilisation de ces machines, la Sonama entend révéler davantage le potentiel de la terre aux producteurs en réduisant la main-d'œuvre et en emblavant plusieurs hectares à moindre coût.
Voyons à présent cette reconnaissance pour le pèlerinage à la Mecque de cette année. Le gouvernement a pris des mesures pour faciliter le voyage et le séjour des Béninois à la Mecque et à Médine. Les mesures sont aussi allées dans le sens de l'amoindrissement des coûts au sein de la jeunesse de la Fondation Malais Rosso. Ces dispositions suscitent admiration et gratitude. Ghislain Poguet et Simon Vian. Le Hajj 2022, le pèlerinage musulman à la Mecque de cette année, se passera très bien pour les pèlerins béninois. C'est la volonté du chef de l'État. Il a fait prendre des dispositions à cet effet. Le gouvernement a exonéré la TVA liée à toutes les dépenses faites au Bénin par les sociétés agréées. À cela s'ajoute le préfinancement intégral par l'État béninois des frais de logement des pèlerins béninois. Il a négocié avec les autorités saoudiennes et a pris des chambres plus proches des lieux saints. On sait tous que les résidences à proximité des lieux de la célébration coûtent extrêmement cher. L'État béninois a pris sa responsabilité en subventionnant les frais de location de chambres de sorte que leurs coûts reviennent bas aux Béninois. Le gouvernement a pris les dispositions pour que le retour soit facile. L'ensemble de ces mesures d'accompagnement prises par l'État béninois est important, ce qui a permis à chaque candidat du Hajj de débourser 3 400 000 francs de francs CFA pour son voyage. L'État a facilité l'obtention du visa aux candidats au Hajj. Il a également la construction du centre de transit d'Akwapa pour nos frères et sœurs candidats au Hajj qui viennent de loin. Pour toutes ces mesures prises au profit de la communauté musulmane du Bénin, les jeunes de la Fondation Malais Rosso expriment toute leur gratitude à Patrice Talon. Nous remercions chaleureusement tous les membres du gouvernement et plus particulièrement le chef d'État et sa chère épouse Claudine Talon. Cette année, je crois que si ce n'est pas lui, il n'y aura pas beaucoup de candidats qui auront le courage d'aller à la Mecque. Parce que moi, j'ai déjà été plus de 20 fois, mais j'avais l'habitude d'être logé à 12 km, 10 km de la Mecque. Cette fois-ci, le chef de l'État a dit non. Au plus 1 kilomètre de la Mecque. À Médine, pareil. Nous n'avons jamais vu ça. Ces mesures viennent participer elles aussi au soulagement des Béninois confrontés aux conséquences de la crise économique mondiale. Et on parle de cette main tendue au ministère de la Santé. L'USAID fait don de matériel au ministère de la Santé. Ce matériel est destiné au programme Santé de lutte contre le sida. Le point de la cérémonie avec Génia Lafouda, Monsia Boka et Daniel Ada. L'USAID engagé aux côtés du Bénin dans la lutte contre le sida. Un engagement consacré par la remise de matériel informatique et roulant au profit du PSLS, Programme Santé de lutte contre le sida. Pour faciliter la mise en œuvre de cette ingénieuse idée, des équipements informatiques, ici, d'un coût global de 77 millions CFA, ont été acquis pour renforcer les sites de prise en charge du VIH dans le pays. Pour répondre aux besoins complémentaires de matériel pour exécuter toutes ces actions, de dépistage, de traitement et de suivi, et pour soutenir la cadence et améliorer le suivi, l'USAID a acquis cet important lot de matériel, constitué de 100 ordinateurs, de 80 kits Internet, de 17 motos assorties d'assurance pour une année et de casques. Un package dont l'intérêt est ici relevé par le gouvernement béninois. Ce don contribuera à coup sûr à atteindre les cibles ambitieuses visant à mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à 2030 à travers les interventions du programme PEPFAR. Il s'agit notamment de renforcer la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité en produits de santé pour la lutte contre le VIH-Sida, de renforcer les capacités des prestataires, des sites sur la prise en charge des populations clés.
15 sites de prise en charge vont bénéficier de ces équipements. Ils sont répartis dans les départements de l'Atlantique, du Littoral, du Koufou et du Mono. Parlons de nous-mêmes à présent. Encore quelques jours et ce sera la clôture pour le renouvellement de la carte de presse. C'est une carte professionnelle qui confère légitimité et légalité aux journalistes dans sa mission d'investigation et d'information. Michel Aono, acteur des médias, revient ici sur l'importance de cette carte pour les journalistes au micro de Ezekiel Jacob et Elvis Chapé. Au regard de la législation en vigueur en matière de presse et de communication au Bénin, la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin indique clairement que le journaliste est reconnu par la détention de la carte de presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous traînez votre caméra et que vous êtes sur un lieu de reportage et qu'un incident survenait, la seule pièce qui puisse permettre aux autorités compétentes de vous apporter la protection qu'il faut et le secours qu'il faut, c'est que si la police vient sur les lieux, si on lui dit que ce sont les journalistes, la police doit demander où est votre carte de presse. Le délai que la HAC a accordé, nous avons estimé que ce délai ne permettait pas à tout le monde de pouvoir constituer effectivement les dossiers. C'est pour faciliter la tâche aux confrères qui n'auront pas le temps matériel parce qu'en situation de travail, en position de reportage, ne peuvent pas aller faire la queue au trésor pour payer rien qu'un récépissé de 5 000, ne pourront pas aller peut-être faire 3 heures de temps dans les rangs, dans la queue au niveau de la HAC pour le dépôt des dossiers. Nous nous chargeons de faire tout ça pour le compte des confrères qui le désirent afin que les choses puissent aller plus vite. La loi dit, le journaliste est détenteur de la carte de presse, mais la carte de presse est délivrée en même temps aux cadreurs, aux techniciens audiovisuels, aux réalisateurs. Et si c'est la presse écrite, c'est délivré aussi aux graphistes, aux caricaturistes, ceux qu'on appelle dessinateurs de presse. C'est très important qu'en position de travail, qu'ils détiennent leur carte de presse et que c'est important de constituer leur dossier. Pour ceux qui n'ont pas le temps matériel ou ceux qui sont empêchés pour une raison ou une autre et qui ne pourront pas faire les démarches nécessaires, le comité de facilitation que je coordonne leur permet, même à distance, sans se déplacer, de tout coordonner, de faire parvenir leur dossier à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de façon régulière et dans les délais impartis. Le délai jusqu'au 15 juin prochain. Le 15 juin, c'est la semaine prochaine, je crois, mercredi. Dès que la période sera bouclée, que les cartes de presse seront attribuées, ceux qui sont détenteurs de la carte de presse doivent pouvoir s'organiser, brandir le décret, rentrer dans les pourparlers pour voir dans quelles conditions, avec les organisations professionnelles, nous pouvons obtenir ce que le décret prévoit pour nous en termes d'avantages. Voilà, environ 300 tonnes de munitions obsolètes, déclassées, détruites par les forces armées béninoises dans la commune de Djidja. Cette opération marque le lancement de la campagne de destruction de munitions stockées depuis plusieurs années et qui encombre les magasins sans servir à l'armée béninoise. Ce vendredi, responsable des forces armées béninoises, représentant de l'ambassade des États-Unis, militaires, officiers et sous-officiers ont assisté à la cérémonie. Mirabel Akpaki et Julie Kaela-Yena. Stock d'armes et munitions obsolètes d'environ 300 tonnes destinés à être détruits. Le site de Dan, un arrondissement de la commune de Djidja, accueille l'opération. Le processus répond aux dispositions de la Convention sur les armes légères et autres matériels connexes. Conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la dite Convention, la sécurité physique et la gestion des stocks constituent l'une des priorités inscrite à l'axe numéro 3 du plan quinquennal 2020-2024 adopté par la Commission nationale. Cette campagne de destruction d'armes et de munitions obsolètes est financée par le Bureau pour la réduction et l'élimination des armements du département d'État américain. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour assister à la destruction d'armes légères et de petits calibres excédentaires. La destruction des systèmes portatifs de défense aérienne, ou MANPADS, est particulièrement importante compte tenu de la menace qu'ils représentent
lorsqu'ils sont entre les mauvaises mains. L'étude qui a abouti à cette opération date d'environ 6 ans. Commanditée par le gouvernement, elle a révélé le danger d'explosion et les risques que constitue le stockage des munitions. Des conclusions de cette visite de surveillance technique qui s'est déroulée courant 2016-2017, il ressort que plus de 10 000 armes démodées encombrent les magasins et près de 400 tonnes de munitions sont devenues obsolètes. Les magasins d'armes et dépôts de munitions pourraient faire l'objet d'actes de malveillance ou d'agression, de détournements et vols orchestrés par des groupes criminels organisés et des groupes armés terroristes. Pour aider le Bénin à assainir ses stocks d'armes, c'est l'ONG Mines Advisory Group, en abrégé MAG, qui a été sollicitée. Pour la réussite de sa mission, elle a collaboré avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous de l'édition du soir à 23h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Face à vous.